Oui, mais je les appelle les oligarques, il n'y a pas de problème. Le Figaro appartient à la famille Dassault. Qui est-ce qui vend les avions de la famille Dassault partout dans le monde? C'est le président de la République et le ministère des Armées. Et Vincent Bolloré a dit dans son autobiographie qu'il était en croisade. Bernard Arnault a eu cette phrase que je trouve géniale parce qu'au moins elle est très explicite, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Je ne veux dans mes journaux économiques que les idées libérales. Il y avait 90% des salariés qui étaient contre. Où étaient ces 90% sur les plateaux télé? Les 11 milliardaires qui possèdent l'écrasante majorité des médias en France ont des scandales sociaux, fiscaux, environnementaux à coller à leurs affaires. Bon, Anne-Sophie Lapix, la présentatrice du JT de France 2, elle a été évincée parce qu'elle avait été dure avec Le Pen. Tu vois, mais c'est un truc de joueur compulsif de casino qui est allez, j'arrête pas de gagner, mais j'en remets une dernière, all-in. Bonjour Vincent Hédin. Bonjour Théo. Pourquoi les milliardaires ont-ils acheté autant de médias ? Je dirais pour 2-3 raisons, parce qu'on les a laissés faire, parce qu'ils étaient les seuls à avoir l'argent nécessaire à ce moment-là, et parce qu'ils avaient envie de s'acheter un formidable outil d'influence. Voilà pourquoi. Eh ben, c'est une belle synthèse de ce qu'on va se raconter durant cet entretien. Je suis trop content de parler de ça, parce que c'est un constat qui me plombe un peu. L'idée de penser c'est chouette, c'est de repolitiser les gens, et le moyen de politiser les gens, c'est en général par la communication. Et c'est vrai que le fait que la communication soit un peu biaisée par l'emprise qu'ont les milliardaires sur les médias, parfois me plombe. Parfois non. Moi aussi. On va soigner notre plombage ensemble tous les deux. Déjà, est-ce qu'on peut faire un petit constat, un petit bilan de où on en est, qui détient quoi ? Bon, je renvoie tes téléspectateurs, téléspectatrices à la carte du monde diplomatique. Je vais l'afficher. Qui est la plus efficace, mais en gros, il y a 10 milliardaires qui possèdent 90% des quotidiens, mais aussi des chaînes de télé privées et des radios. Bon, en gros, c'est eux qui dominent tout. À côté de ça, j'imagine qu'on y reviendra, il y a l'audiovisuel public et puis les médias indépendants. Mais ces 10 milliardaires, et ça c'est une spécificité vraiment importante, aucun d'entre eux n'a fait fortune dans le domaine des médias. Et tous ont un rôle quotidien à jouer auprès du politique. Soit parce que le politique est leur législateur, soit parce qu'il est leur VRP. On prend un ou deux exemples pour être très clair. Le journal Le Figaro appartient à la famille Dassault. Qui est-ce qui vend les avions de la famille Dassault partout dans le monde? C'est le président de la République et le ministère des Armées. Une grosse partie des médias sont dirigés par Martin Bouygues, donc la famille Bouygues qui possède TF1, RMC, quelques autres titres, Xavier Niel qui est donc le patron du Monde, du Nouvel Obs, de Télérama, mais aussi de tout un tas de titres de PQR, et Patrick Drahi qui possède encore quelques titres de presse, notamment l'Express, mais il a dû en vendre une partie. Eux, c'est des opérateurs téléphoniques, c'est l'État qui décide s'il y a un quatrième opérateur ou non. Donc on comprend bien que voilà, ces 10 milliardaires, ils ont ces intérêts-là. Et donc ça, c'est les principaux. Et puis il y en a deux derniers. Il y en a un dont on va pas mal entendre parler parce que c'est le plus remuant depuis un an, qui s'appelle Pierre-Édouard Stérin, qui est le fondateur de Smartbox et qui est un homme nationaliste, traditionnaliste, mais qui vit en Belgique et qui assume d'être exilé fiscal parce qu'il dit que payer ses impôts en France, ça le dégoûterait. Et puis le dernier, c'est un garçon assez amusant qui s'appelle Christian Latouche. C'est un milliardaire d'extrême droite qui a fondé une entreprise qui s'appelle Fiducial, et c'est le patron de Sud Radio. Et Sud Radio est, selon tous les comptages qu'on a en 2025, le champion de la désinformation en ce qui concerne le climat. Ils sont même devant CNews, ce qui est une belle performance. Donc voilà où on en est. Ces milliardaires, tu les appellerais oligarques ? Oui, moi je les appelle oligarques parce qu'en général ça fait grincer des dents. On nous dit mais les oligarques... Ils sont russes. François Bayrou, qui est peu taxable de marxisme rampant, qualifiait Elon Musk d'oligarque. Joe Biden, en laissant la Maison Blanche en janvier 2025, disait que la Maison Blanche était à portée d'oligarque. En fait, ce que ça veut dire, un oligarque, c'est juste quelqu'un qui se sert de sa fortune pour avoir des liens avec le pouvoir et influer là-dessus. Dans cette mesure, quelqu'un comme Bernard Arnault,
qui, en 2020, pendant le Covid, fait annuler le rachat qu'il avait fait du groupe de diamants Tiffany's aux États-Unis et obtient, par l'intermédiaire de Bruno Le Maire, de racheter le même groupe 500 millions de dollars de moins, ça me semble complètement être une pratique oligarchique. Donc oui, mais je les appelle les oligarques, il n'y a pas de problème. Qui fait ouvrir son magasin La Samaritaine par le président de la République. Ouais, Et qui habille la première dame. Qui habille la première dame. Alors on y reviendra peut-être, c'est un moment si tu veux. Ce qui est intéressant, c'est que Bernard Arnault a été vraiment très 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 proche d'Emmanuel Macron, mais ça c'est plus vrai. Depuis 2024, Emmanuel Macron l'a beaucoup déçu au moment de la dissolution, d'abord parce qu'il ne l'a pas prévenu. Et ça c'est quand même intéressant. Donc tu vois, c'est encore une fois le symbole de l'oligarchie, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Emmanuel Macron devrait prévenir un patron, fût-il l'homme le plus riche de France? Mais donc il s'estimait trahi. Et deuxièmement, quand il a appris qu'Emmanuel Macron avait songé à nommer Lucie Castet à Matignon, ce qu'il n'a pas fait, mais bon là il a dit voilà, je prends mes distances. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, en disant d'un côté il y a Vincent Bolloré qui lui soutient vraiment ouvertement l'extrême droite et puis les autres milliardaires qui n'ont rien à voir, Bernard Arnault est en train d'effectuer un rapprochement très 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 important avec Vincent Bolloré. Ils ont racheté une école de journalisme ensemble qui s'appelle l'ESJ. Il y a eu le rachat de Paris Match. Et en ce moment, il semblerait, peut-être qu'à l'heure où cette vidéo va paraître, ce sera acté car c'est imminent, que Bernard Arnault serait prêt à vendre Le Parisien à Vincent Bolloré, parce que Vincent Bolloré n'a pas de quotidien. C'est la seule chose qui manque à son empire médiatique. Et puis, ils ont des petits renvois d'ascenseurs, de copains, c'est-à-dire que depuis que Bolloré a racheté le journal du dimanche, le groupe LVMH, qui appartient à Bernard Arnault, achète systématiquement ce qu'on appelle la 4e de couverture, ce qui est donc la dernière page du journal papier, et qui est celle qui coûte le plus cher parce qu'elle est plus visible. Et comme Vincent Bolloré est un bon copain, souvent dans son journal, il met une double page qui fait passer pour un article. Mais en réalité, ça ressemble à un public reportage où on apprend que les fils de Bernard Arnault sont des très grands managers, etc. Voilà, c'est un petit exemple qu'on cite dans le livre avec Olivier, parce que ça montre juste le niveau de mesquinerie des bassesses entre oligarques. Et quand est-ce qu'ils ont commencé à faire main basse, je pense qu'on peut dire ça comme ça, sur les médias? Les années 2000. En fait, si tu veux, tu as plusieurs phases d'expansion dans les médias. Bon, au début du XXe siècle, il y a les 200 familles, il y a plein de groupes de presse. À l'époque, c'est que la presse papier, qui sont de droite, de gauche. Ensuite, il y a toujours ces presses papier qui s'agitent de partout, mais l'État voit d'un mauvais œil le fait que plein de grandes fortunes possèdent plein de choses différentes. Donc, on va faire l'ORTF, où vraiment on va faire main basse, etc. Et quand ça, c'est quand? Ça, c'est dans les années, c'est sous De Gaulle, si tu veux, c'est de 45 jusqu'à 1980, avec une grosse grève en 68 où les journalistes demandent à avoir un peu de liberté. Et puis, quand Mitterrand va arriver dans les années 80, il va libéraliser les ondes, il va ouvrir les radios libres, il va autoriser le groupe Canal, vendre TF1 qui à l'époque était public à Bouygues au nom du mieux-disant culturel à l'époque. Bon voilà, donc il y a déjà quelques intrusions des grandes fortunes dans le domaine des médias. C'est l'époque où un homme comme Silvio Berlusconi rachète une chaîne qui s'appelait La5, crée une chaîne qui s'appelle La5, qui heureusement pour nous a disparu parce que c'était vraiment mauvais. Mais bon, tout ça restait assez mesuré, si tu veux. Il y avait des grandes fortunes plutôt progressistes, d'autres, etc. Et ce qui va se passer, c'est que fin des années 90, il y a Internet qui arrive. Et très très rapidement, Internet va complètement bousculer la chaîne de valeur des médias. Parce qu'il y a, j'imagine qu'on y reviendra un peu sur la question du modèle économique, il y avait peu de médias qui vivaient uniquement grâce à leurs abonnements. Mais en réalité, la publicité avait pris une part prépondérante. Et puis tout d'un coup, la publicité s'est effondrée. Toute la publicité est allée sur Internet de manière même excessive, moutonnière. Les gens se sont dit, la presse c'est fini, on va tout mettre sur Internet. Du coup, tu as énormément de journaux, comme, je sais pas moi, le Nouvel Obs, Le Monde, etc., qui étaient des journaux très profitables, qui en même pas une petite dizaine d'années, se retrouvent déficitaires. Mais c'est des très grosses rédactions, c'est plusieurs centaines de cartes de presse, etc. Donc ça coûte un pognon de dingue. Et donc évidemment, à racheter, qui peut faire ça? Soit le public, mais le public a aucune envie de racheter de nouveaux médias, puis de toute façon, ça aurait sans doute été mal vécu. Les groupes de presse concurrents pouvaient pas se les racheter, parce qu'ils étaient eux-mêmes déficitaires. Et donc c'est là que les milliardaires sont arrivés petit à petit à bas bruit, et avec de plus en plus d'envie de racheter de plus en plus de groupes. Voilà, et ça s'est fait un peu partout. Pour la presse quotidienne régionale, c'est plutôt le Crédit Mutuel qu'on a racheté plein, donc ça se voyait moins.
Et puis après, tournant des années 2010, les 10 qu'on cite dans le livre, donc ceux qui ont fait fortune, en plus à peu près au même moment, c'est-à-dire les 3 opérateurs téléphoniques qui avaient fait fortune très rapidement, et ben, ils ont mis leur argent là-dedans. C'était les seuls en fait à pouvoir racheter des entreprises qui valaient aussi cher. Ce qui fait dire, j'ai vu un extrait d'un entretien de Frédéric Tadei où il dit que sans les milliardaires, il n'y aurait plus de presse. Bah, est-ce qu'il a tort? Ça, ce qui interpelle. Est-ce qu'il a tort? Non, enfin, il y en aurait moins. Il y en aurait moins. Peut-être qu'on en a trop. Je suis pas en train d'appeler à une purge, mais ce qui est certain, c'est que sans les milliardaires, il y a des tonnes de titres qui s'effondrent, oui. Et il nous resterait de la presse indépendante. Ce qui est certain, c'est aussi que le tournant sur Internet s'est accéléré d'un oxymore qui est l'information en continu. Ouais. Il n'y a pas d'information en continu. L'été, les journalistes, ils partent en vacances, on voit bien que tout d'un coup, la presse diminue, et on voit bien qu'il n'y a pas 40 pages nouvelles à raconter tous les jours. Pourtant, avec le tournant des chaînes info, 24 heures par jour, il faut causer dans le poste. Et donc, c'est bien 24 heures par jour où il faut causer, faut payer des gens qui causent dans le poste. Et ça, c'est très cher. Et c'est pour ça qu'il y a les milliardaires. Donc, je pense que sans les milliardaires, il y aurait plus ce type de presse-là, mais on pourrait encore avoir des journaux papier. Une chaîne comme celle-ci, tu n'es pas milliardaire. Non. Bon. Non. Donc voilà, on peut encore fonder des radios, enfin voilà, on peut encore fonder un certain nombre de choses, mais on voit bien, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu les renouvellements de certains canaux de la TNT. Et on a beaucoup parlé du fait que C8 ne serait pas renouvelé, donc la chaîne de Vincent Bolloré, mais c'est Daniel Kretinsky, qui est un autre milliardaire, qui a obtenu une fréquence parce qu'il pouvait tout de suite mettre les 50 millions d'euros sur la table qu'il fallait pour faire tourner une chaîne. Quand le groupe Ouest France a lui aussi obtenu un canal, mais Ouest France, c'est une des rares exceptions dans le monde des médias. C'est une association loi de 1901, ils ne peuvent pas être achetés, ils appartiennent à leurs lecteurs, ils n'ont pas du tout les mêmes moyens financiers. Du coup, la chaîne Ouest France, elle émet pas 24 heures sur 24. D'abord, elle émet pas encore maintenant parce qu'ils n'étaient pas prêts, et elle n'émettra pas 24 heures sur 24. Donc, j'irai pas aussi loin que Tadei parce que ça me paraît provocateur, mais ça interpelle et ça pousse à la réflexion. Mais en tout cas, il y aurait plus d'infos en continu sans milliardaires. Ouais. Alors, plus d'infos en continu, c'est vachement plus précis, et ça me convient beaucoup mieux parce que je pense que, alors à mon avis, c'est de la provoque, voilà, mais venant de la part de gens, alors pas Tadei, mais les milliardaires se revendiquent souvent des principes du libéralisme, donc la destruction créatrice. Donc en fait, c'est très étonnant. À mon avis, le fait qu'il y ait des milliardaires fait qu'on a une presse déficitaire, une information non rentable, là où on aurait trouvé depuis bien longtemps des moyens de rendre ça plus profitable s'il n'y avait pas cette concurrence déloyale. Parce que c'est de la concurrence déloyale de pouvoir financer un titre qui perd de l'argent pour tous ceux qui aimerait prendre sa place en trouvant d'autres moyens plus malins de faire de procurer le même service tout en étant rentable. D'un coup il y a une concurrence déloyale. Donc venant de la part de milliardaires qui souvent se prévalent de ces principes, je trouve ça très très malhonnête. Ouais, c'est effectivement très malhonnête parce que en fait le service public n'a pas vocation à gagner de l'argent, donc sur les médias ils en gagnent pas. Malheureusement, ils sont rentrés dans cette lutte de l'info en continu avec la création de France TV Info, enfin France Info TV. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je suis pas certain, parce qu'effectivement c'est remettre une pièce dans la machine et alimenter la bataille. Mais Bernard Arnault, il perd de l'argent avec ses titres. Vincent Bolloré, il en perd avec ses chaînes d'infos en continu. LCI perd de l'argent aussi. Dizaines ou centaines de millions à chaque fois. C'est une distorsion de concurrence, alors qu'on peut gagner de l'argent avec des médias. C'est le cas de Mediapart. Après, juste, alors ça ne te contredit pas parce que tu me parlais de l'info en continu, mais c'est pas parce qu'on est milliardaire qu'on est voué à perdre de l'argent avec ces médias. Il y a un contre-exemple, c'est le journal Le Monde. Il y a quelques années, alors on ne doit pas à Xavier Niel en lui-même, mais c'est Niel qui en est propriétaire. Ça s'est fait sous l'impulsion du nouveau directeur qui s'appelle Louis Dreyfus. Et on a décidé d'embaucher 25% de journalistes en plus pour leur donner la consigne de faire 25% d'articles en moins. On va miser sur la qualité. Le Monde compte actuellement 553 000 abonnés payants, ce qui est le record historique du journal Le Monde, toute période confondue. Donc c'est la preuve que la qualité paye.
mais c'est aussi le seul contre-exemple qu'on connaisse, puisqu'aucun des milliardaires ayant racheté des journaux par ailleurs n'a fait ce pari de la qualité. En général, ils font plutôt le pari du low cost. Ouais, je me souviens avoir lu Le Monde fait le pari de la stratégie New York Times, en gros. Ouais, en gros, c'est ça. Et à ton avis, quel est l'objectif des milliardaires quand ils achètent des médias? Un peu plus longuement qu'en introduction. Bah oui, enfin ça reste toujours d'acheter de l'influence. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est de l'influence à des tas de niveaux en fait. Je voudrais juste dégrossir une idée un peu grossière qui arrive souvent, qui est que les gens imaginent que Bernard Arnault lui-même ou Vincent Bolloré prend son téléphone pour expliquer à ses rédac chefs ce qu'il faut faire, voire appelle l'Élysée pour les menacer avec des chaînes. Bon, tout ça se fait de façon beaucoup plus feutrée, hein, ils ont quand même des entreprises à gérer au quotidien. Mais effectivement, d'abord, ils mettent des hommes de main à la tête de ces médias pour que leurs idées prévalent. Alors, ils achètent de l'influence, ça veut dire quoi? D'abord, ça peut juste être du renvoi d'ascenseur. Enfin, j'ai des médias, comme ça, j'ai un espace de visibilité, de communication, et je vais pouvoir inviter des copains, faire la tournée des copains. Le niveau du dessus, c'est évidemment l'influence politique. Je dispose d'un outil, d'un canal. Si, je sais pas moi, Jordan Bardella veut qu'on reste en de bons termes et qu'il vienne sur ma chaîne, voilà. Le troisième thème, ça peut être juste étendre ses réseaux. Quand tu possèdes une très grande radio qui intéresse des très grands patrons, tu peux venir les voir. C'est l'occasion de discuter de leur plan de com. Tu leur assures que l'intervieweur en face aura une pugnacité relative, notamment quand il s'agira d'oublier les scandales fiscaux que tu as eu récemment. Ça, c'est possible. Mais surtout, la première influence que tu peux gagner, c'est une influence personnelle pour faire gagner tes idées. Ça, on a deux grands exemples en France. J'en prendrai d'autres après, mais Vincent Bolloré a dit dans son autobiographie qu'il était en croisade, en guerre culturelle, pour faire triompher la France, qui selon lui est en train de disparaître, qui est la France bretonne, catholique, traditionnaliste. Et donc, voilà, il a acheté des médias et il en a changé le contenu. C'est-à-dire que CNews n'est pas la prolongation de ce qu'était iTélé. Et donc, il a mis à l'antenne des débats en continu sur le grand remplacement, sur ce qu'on perd avec la religion. Il a même assimilé, enfin pas lui directement, mais dans ces médias, on a assimilé l'IVG à un meurtre de masse. Ça lui a valu d'ailleurs des remontrances de la part de l'Arcom. Et puis d'un autre côté de l'échiquier, Bernard Arnault a eu journaux économiques que les idées libérales et rien d'autre. Donc c'est pas mal quand même pour un libéral, un compétiteur, un amoureux, un chantre de la concurrence. Il a dit il est hors de question d'avoir des idées d'un autre ordre. Et depuis que mon livre a paru, il a aussi racheté l'Opinion et l'AEF, qui est l'agence de presse économique. Ça veut dire qu'en gros, tous les décideurs économiques de ce pays, au quotidien, ils ont un monopole de papier à lire qui est détenu par Bernard Arnault. Bernard Arnault qui lui-même est dans une dérive de plus en plus folle. On voit que quand Trump a été élu, il en revenait en disant il y a un vent de liberté. Et il n'y a pas longtemps, dans une interview au Figaro, qu'on peut facilement retrouver, il a dit selon moi, le monde n'est pas sur une ligne marxiste, il serait plus sur une ligne LFI. Voilà. Et donc, tu vois, alors moi aussi ça me prête à rire, mais en l'occurrence, il peut, comme c'est lui qui nomme le patron du Parisien, des Échos, de l'Opinion ou encore de Radio Classique, il peut demander à ses affiliés de propager cette guerre culturelle. Donc les milliardaires, ils achètent, oui voilà, soit de l'influence, de la connivence, soit carrément de la guerre culturelle. Voilà, c'est les trois grandes raisons pour lesquelles on achète des médias. Et pourquoi le titre, le livre que tu as écrit avec Olivier Legrain est titré « Sauver l'information de l'emprise des milliardaires » ? Parce que l'information par des non-milliardaires est moins menacée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que le service public de l'information est une dangereuse entre wokistes, gauchistes. En réalité, le service public de l'information, il respecte vraiment le pluralisme. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les gens très à gauche sont très énervés en ce moment par le tournant pris par le service public de l'information, avec la nomination au plus haut poste de Nicolas Demorand, qui
c'est assez éloigné de l'époque où il dirigeait Libé. Il y a aussi surtout Léa Salamé qui maintenant va animer le journal de France 2. Léa Salamé qui rigole à des interviews de Bernard Arnault, qui s'interroge à haute voix sur le grand remplacement dans des interviews avec des candidats à la présidentielle, ou encore qui parlent de pression migratoire. Donc en fait, voilà, il y a ces gens-là sur le service public de l'information. Il y a le philosophe Nathan Dever qui a été repéré sur CNews. Il arrive sur France Culture à la rentrée, j'ai appris aujourd'hui. C'est énervant et en même temps, d'un certain côté, voilà, c'est le pluralisme, c'est pénible, c'est la démocratie. Il faut bien vivre avec des points de vue contrastés. On aimerait que le service public il reflète plus nos idées pour faire un contrepoint à ces médias des milliardaires. Mais au fond, allez, c'est juste qu'il y ait du pluralisme sur les médias publics. Il est où le pluralisme dans les médias bolloréens? Moi, à chaque fois que je me déplace, parce que j'ai pas la télé chez moi, à chaque fois que je me déplace loin de Paris, je m'oblige, des formations professionnelles, à regarder 3, 4 heures, 2 heures le soir, 2 heures le matin quand même. Ouais, bien sûr, mais il faut. CNews. Et je dis toujours aux gens, vous devriez, parce que c'est pire que ce qu'on pense. Ah ouais. C'est pire que ce qu'on pense. C'est vraiment que des plateaux uniquement masculins. Ah ouais. On se coupe la parole, on s'écoute pas, on s'insulte, ça monte dans les tours, ça s'invective. C'est un festival de fake news. Je veux dire, ils ont quand même été rappelés, à l'ordre 52 fois. Ça veut pas dire qu'il y a eu 52 mensonges, c'est-à-dire qu'il y a eu 52 fois des choses comme l'avortement est un meurtre de masse, les migrants sont des punaises de lit, ils ont laissé parler un complotiste qui expliquait que dans la jet set, certaines personnes se requinquaient avec du sang, du sang de jeunes enfants. Enfin bon, voilà. C'est ce genre de folie-là. Donc là, il n'y a pas de pluralisme, en fait. Tu vois, il y a qu'un courant de pensée qui est dominant. Ouais, et c'est pour ça que les milliardaires, ils nous paraissent plus nocifs. Si demain, expérience de pensée, parce qu'on est sur penser, c'est chouette. Quand le média s'est lancé, c'était très mauvais. C'était confié à un homme qui, depuis, a pris un grand silence médiatique, et c'est tant mieux, et on espère qu'il sera jugé, Gérard Miller. Regardez la vidéo de Salomé Saké avec les enquêtrices sur les viols qu'il a commis, et dirigé par Sophia Chikirou, la compagne de Mélenchon. Bon, évidemment, c'est un média qui, à l'époque, était inregardable, parce que c'était la Pravda. Et donc, j'aurais pu te dire, sauver l'information de l'emprise du média, mais le média, c'était une goutte d'eau dans un univers médiatique. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'objectivité, c'est le respect de la charte de Munich, c'est des grands principes journalistiques respectés en termes d'équilibre. Et pour l'instant, ceux qui les menacent, c'est les milliardaires. C'est pas les médias de gauche, fussent-ils un peu propagandistes. Parce que, en l'occurrence, ce que nous apprend cette petite anecdote du média, c'est qu'en fait, ça marchait pas. Et même les gens de gauche qui auraient pu être sensibles à ces idées, comme ils sont avant tout biberonnés à l'esprit critique, ça leur a pas plu. Et ce média a redécollé quand Denis Robert l'a repris dans un second temps, puis un troisième temps avec la direction actuelle, et qu'on a refait un peu de journalisme. Mais les milliardaires, eux, ils en font pas toujours. C'est pour ça que nous, ce qui nous paraît menacer l'information aujourd'hui, ce qui nous paraît, abîmer le débat public, c'est la façon dont les milliardaires traitent l'information. Et à la limite, si ils étaient que des médias parmi d'autres, tu vois, s'il y avait CNews, les Échos, mais qu'ils étaient beaucoup moins dominants dans le paysage, ils ne menaceraient pas l'information. En fait, ce qui menace l'information, c'est leur mainmise dessus. Du coup, l'absence de pluralisme, ce qui fait on est beaucoup plus dans du bourrage de crâne, parce que y a pas d'alternative, enfin pas suffisamment d'alternatives, parce que qu'ils écrivent tu vois, des trucs hyper libéraux dans les Échos ou des trucs complètement réactionnaires sur CNews ou dans le JDD, à la limite ça aurait sa place, je veux dire, s'il y a des lecteurs, pourquoi pas, mais la menace, c'est vraiment leur mainmise, leur contrôle sur une beaucoup trop grosse portion de l'information. Il y a une disproportion extrêmement marquée entre le nombre de médias dont ils disposent et les aspirations des Français. C'est-à-dire que dès que tu as des enquêtes publiques, indépendantes au long terme, on se rend compte que les Français sont plutôt plus tolérants vis-à-vis de la question de l'origine, de l'orientation sexuelle, de la couleur de peau. On remarque que les Français sont très attachés à la question de l'équité fiscale, assez inquiets sur le dérèglement climatique, et qu'au fond, les questions d'immigration, voire d'insécurité, arrivent assez loin. Évidemment, dans leurs médias, ils montrent tout l'inverse. Et donc, c'est là où on voit la nocivité. Et je pense, alors, pour reprendre ta question sur l'expérience de pensée, qu'est-ce qui se passerait s'ils en avaient moins ? Oui, ce serait moins embêtant. Malgré tout, il y a quand même une autre différence qui a été créée
par la deuxième génération d'Internet, qui est que moi qui suis plus vieux que toi, j'ai grandi avec le fait qu'on ait à peu près tous le même accès à l'information. On avait des grilles de lecture différentes parce que le Figaro ne traitait pas les informations de la même manière que Le Monde, ou que France 2, France 3, TF1, etc. Mais aujourd'hui, en fait, il y a deux mondes qui sont séparés. Prenons, moi, par exemple, une affaire qui m'intéresse beaucoup, c'est l'affaire Nestlé. Ouais. Nestlé Waters, bon, c'est une affaire d'empoisonnement d'un bien public. Ils ont détourné 3 milliards d'euros pour continuer à faire leurs bouteilles. Ils ont empoisonné des populations, et ceci avec la collusion de l'Élysée. Bon, en fait, on devrait beaucoup en parler. On en parle sur tous les médias indépendants. On en parle dans les médias publics, parce que c'est une révélation de Marie Dupin de l'enquête du service investigation de Radio France. Et puis on en parle un peu dans le monde. Mais dans tous les médias bolloréens, c'est pas que tu en auras un traitement différent, c'est que ça n'arrivera jamais. Et ça, c'est récent. Et donc tes algos vont te pousser une vision du monde qui est très biaisée, parce que tu ne vas plus avoir accès qu'à un bout de l'info. Et ça, quand bien même ils en auraient un peu moins, ils auraient toujours la possibilité que tu sois désinformé. C'est le deuxième fait qui menace l'information actuellement. C'est d'une part leur mainmise et d'autre part le fait qu'ils respectent pas la charte de Munich. Alors, est-ce que avant qu'on aille là-dessus, est-ce que tu peux me parler un peu de la charte de Munich, parce que moi j'entends ça tout le temps, mais je connais pas vraiment l'histoire. La charte de Munich, en fait, on le prend tout le temps, alors qu'il y a des dizaines de chartes journalistiques qui existent. Donc pourquoi celle-là ? Juste parce que celle-là, c'est la plus consensuelle. En fait, elle a été rédigée par des tonnes de syndicats, de journalistes en Europe pour se mettre d'accord sur ce que serait en gros une déclaration des principes universels, quoi. C'est un peu la déclaration de l'ONU de 48. Et donc, t'as 5 droits et 10 devoirs qui disent ce que doit être un journalisme de qualité, respecter le contradictoire. Par exemple, évidemment, si tu accables Bardella, il faut quand même aller interroger Bardella sur est-ce que c'est vrai que vous avez détourné des fonds, oui, non. Et respecter la proportionnalité. On peut pas dire de quelqu'un qui a détourné 1000 euros que c'est un délinquant financier et le traiter de la même manière que nos amis de Nestlé. Donc voilà, enquêter à charge et à décharge, avoir un principe d'honnêteté, tout ça c'est un peu du bon sens. Et jusqu'à il y a peu, la très grande majorité des entreprises de presse s'y tenaient. Il y avait quelques journaux typiquement vraiment d'extrême droite fâchés, comme je pense au journal Présent. Tu vois, enfin les journaux qui ont accompagné, limite critiqué la famille Le Pen avec Le Pen père parce qu'ils les trouvaient pas assez de droite. Bon, eux ils respectaient pas la charte de Munich, mais sinon le Figaro la respectait complètement, etc. C'est ça, et du coup CNews. Alors CNews n'est absolument pas dedans. CNews donne la mainmise, enfin accorde la primauté aux faits divers sur le reste de l'actualité et en fait des faits empiriques. Je donne juste un exemple pour être très clair, parce que sinon ça va. On prend les violences sexuelles, les violences sexistes et sexuelles, les atteintes, les violences faites aux femmes. T'as malheureusement toujours 150 féminicides par an, plusieurs centaines de milliers de viols et agressions sexuelles. Dans 92% des cas, les femmes connaissent leur agresseur. Et c'est évidemment le cas pour les féminicides. Les féminicides, c'est jamais un type dans un bois sorti avec un couteau, etc. Ça, c'est 0,1% des cas. Dans 90% des cas, pour les féminicides, c'est leur conjoint ou leur ex qui pète un câble. Ça ennuie beaucoup CNews, parce que ça voudrait dire qu'en fait, on vit dans une société patriarcale où c'est les hommes qui sont les plus violents. Alors, pas tous les hommes. Je renvoie les gens à ta précédente vidéo avec Bégodeau, et on peut déconstruire beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, ça voudrait dire qu'on vit dans une société patriarcale. Eux, c'est pas leur récit. Et donc c'est pour ça que, par exemple, quand il y a une affaire qui a éclaté en fin d'année dernière, comme l'affaire des viols de Mazan, dite affaire Pellico, de Gisèle Pellico, qui a été violée par 80 inconnus avec la complicité de son mari Dominique Pellico, ça, pour le coup, c'était le climax, parce que ça voulait dire, bah oui, c'est tous les hommes, de tous les âges, de toutes les confessions, parce que parmi les prévenus, il y a des médecins, il y a des pompiers, il y a des blancs, il y a des non-blancs. Alors ça, c'est très ennuyeux pour eux. Donc ils en parlent pas. Ils euphémisent, ils font vraiment le service minimum, et quand ils font un truc sur les atteintes faites aux femmes, ils font le minimum. En revanche, quand il y a un drame, les féministes disent drame, mais dans le langage courant, ça s'appelle fait divers. Quand il y a un drame comme cette jeune fille française, blanche, catholique, qui s'appelle Philippine, et qui va être violée, puis assassinée par un étranger en situation irrégulière, victime sous le coup d'une OQTF, une obligation à quitter le territoire français. C'est évidemment épouvantable.
Et ça n'est, mais ça ne l'est pas plus qu'un féminicide ou etc. Et eux, ils vont accorder tout le temps d'antenne à ça, prendre des heures avec Marlène Schiappa. En plus, voilà, évidemment la question de quels sont les experts que tu convoques dans ta chaîne, pour nous faire croire que ce qui menace les femmes en France, c'est l'immigration. Et ça, c'est insupportable. C'est une vision déformée de la réalité. Et c'est très énervant parce qu'évidemment, le premier réflexe, quand tu lis une histoire aussi abominable que celle de cette jeune femme, bah, c'est que tu as envie de pleurer. C'est triste, mais ça n'est pas moins triste que tout ce qui se passe par ailleurs. Et quand on regarde les ordres de grandeur, et sans ordre de grandeur, on ne fait pas de journalisme. Le journalisme, c'est pas de la compassion. Sans ordre de grandeur, on fait rien. Et je suis désolé pour CNews, mais ce qui menace l'intégrité du corps des femmes en France, ça n'est pas l'immigration, c'est plutôt pour l'instant leurs mecs, leurs ex et les entraîneurs de tennis. Et l'absence de respect par CNews et par les médias bolloréens en général de la charte de Munich, en tout cas l'absence répétée de respect de cette charte de Munich, est-ce que ça a un peu libéré les médias d'autres milliardaires à s'éloigner du respect de cette charte? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de pourrissement en général. Bah là, tu as complètement raison. Il y a un concept très connu en sciences sociales qui s'appelle la fenêtre d'Overton, donc de Doug Overton. Ouais. Et effectivement, elle s'élargit, elle se rétrécit. Moi, celle de 1968 m'allait très bien, où on considérait que les écarts de salaire de 1 à 6, c'était déjà un peu abusif, et donc qu'il était justifié d'appeler au lynchage de ceux qui auraient gagné 20 fois le SMIC. Et voilà, donc ça c'était très toléré. Aujourd'hui, quand Carlos Tavares gagne 34 millions d'euros, il y a peut-être de temps en temps des éditos pour dire que c'est un peu excessif, mais il faut quand même reconnaître la prise de risque. Donc tu vois, enfin, ça bouge dans le temps. Et évidemment, Bolloré, il a décomplexé beaucoup de gens. Alors Sud Radio, on en a dit un mot tout à l'heure sur le dérèglement climatique, mais Sud Radio, ils sont évidemment à la remorque de tout ça. Il y a eu un moment où BFM TV avait essayé de se dire, si je cours après CNews, je ferai jamais aussi bien que... Enfin, les Français préfèrent toujours l'original à la copie, donc je ferai jamais aussi bien. Je vais essayer de faire du news de qualité. Ils ont un peu oublié. Et puis surtout, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est LCI. LCI, chaîne normalement historiquement respectable, bon teint, gros spécialiste sur l'international. LCI, pareil, à l'occasion de mes déplacements en hôtel, pour pas mourir idiot, je regarde. Donc il y a Luc Ferry qui a des débats, Luc Ferry qui a appelé à tirer à balles réelles sur les gilets jaunes, parce qu'ils sont ennuyeux, qui a appelé à tirer à balles réelles sur les émeutiers à la suite de la mort de Naël, en disant que bon, ça suffisait de 2 minutes qu'on envoie l'armée. Donc ça c'est voilà, et ils ont donné maintenant une carte blanche à Louis Sarkozy. Donc Louis Sarkozy qui a pour principal mérite d'être né, et il bénéficie d'une tranche d'infos permanente sur une chaîne qui est propriété de son parrain, en l'occurrence Martin Bouygues étant le parrain de Louis Sarkozy. Et donc, pour aller dans ton sens, ils ont tous couru après. Et malheureusement, enfin, moi, avant ce livre-là, j'avais écrit un livre qui s'appelle « En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite ». Et très longtemps, si tu veux, les idées fausses propagées par l'extrême droite, elles l'étaient par des responsables d'extrême droite. Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, à la rigueur, Nicolas Dupont-Aignan, puis il y avait Zemmour. Mais ça s'arrêtait là. Et en fait, on voit bien qu'il y a un élargissement des propos d'extrême droite qui se sont libérés. Je pense à Ciotti, mais je pense à un grand nombre de responsables gouvernementaux. Jean-Michel Blanquer qui parle d'islamo-gauchiste, Gérald Darmanin qui parle d'éco-terroristes. Donc ils ont repris les mots de l'extrême droite et donc tout le monde... C'est allé, là, depuis 2 ans, c'est allé très vite. C'est allé très vite. C'est dingue. Et tu vois, donc tout le monde se court après. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple France Inter, souvent reprennent ces mots sans même s'en rendre compte. Ouais. France Inter, c'est 8 millions d'auditeurs le matin. C'est la première matinale de France des années-lumière devant le reste, etc. Et donc tu te dis, ok, ça fait un contre-pouvoir parce que c'est quand même une radio de gauche, mais en fait c'est une radio où on parle pas du grand remplacement dans des termes polis, mais malgré tout on soulève l'hypothèse alors que c'est une théorie conspirationniste et complotiste. Donc oui, de ce point de vue-là, moi je suis pas un pessimiste, donc je pense pas que Bolloré a gagné la guerre, mais en tout cas là il est en train de gagner la bataille culturelle, la bataille du langage. Vraiment, c'est frappant. Ouais. Notamment sur les questions de backlash écologiste, il arrive à parler des radicaux écologistes, alors que pour moi, les radicaux, c'est les mecs qui ont voté la loi du plomb. C'est les mecs qui ont dit il faut remettre encore plus de pesticides dans les sols, etc. Et je regardais justement ces news pendant les débats sur le vote de loi du plomb. Et donc, en fait, on était dans un moment complètement orwellien. Donc avec ce fameux passage d'Orwell en 1984 toujours cité, la liberté c'est la guerre, la vérité c'est le mensonge, enfin voilà, donc tu inverses la réalité.
Et donc sur la loi du plomb, c'était ça. Il disait, regardez ces bons braves agriculteurs qui sont entravés par la folie de Bruxelles, des normes et des écologistes et qui voudraient tranquillement pouvoir nourrir la planète. Tu vois, au moment où la science te dit bonjour, on a 80% d'insectes en moins en 25 ans, c'est terrible, c'est la 6e extinction de masse, etc. Ne votez pas cette loi qui est criminelle. Il y a des clusters de cancers pédiatriques qui arrivent dans la région d'Angoulême, etc. C'est passé. Et factuellement, cette loi et toutes les lois inspirées par l'agrobusiness ne sont pas faites en faveur de la majorité des agriculteurs. C'est un fait que la plupart des agriculteurs, au contraire, sont en concurrence avec ces géants de l'agro-industrie et aimeraient nourrir de mieux possible et de façon la plus écologique possible, compte tenu de leurs contraintes, et font face à une concurrence déloyale de gens qui profitent en plus de leur accès au pouvoir pour faire des lois qui les arrangent. Alors oui, ça c'est un truc qui est jamais dit. En fait, aujourd'hui, il y a quand même toujours un agriculteur qui se suicide tous les 48 heures. C'est une profession qui est sinistrée. Il y a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Et en fait, du coup, ils bossent non-stop. Et ils sont assez peu syndiqués. Ils sont assez peu syndiqués. Les gens en bio, ils font leur bio. Ils sont pas tous à la Confédération paysanne. Et les gens qui sont sur un modèle plus conventionnel, en fait, ils essayent de survivre. Ils ont contracté des emprunts énormes pour avoir ces espèces de grosses machines parce qu'à la suite du remembrement, ils ont agrandi leur ferme. Et en fait, eux non plus, ils sont pas intéressés. Mais ils se laissent représenter par la FNSEA. Mais à quel moment, justement, sur ces chaînes d'infos, tu entendras « Bonjour, 40% des agriculteurs qui actuellement veulent rentrer sur le métier veulent le faire en bio ». Tu n'entendras jamais parce que ça casse le narratif dominant qui est laissez-nous faire, etc. Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, on arrive à faire croire que ces lois sont imposées au nom du fameux bon sens paysan. Mais il y a très peu de paysans qui demandent l'épandage de glyphosate, de néonicotinoïdes, etc. Après, ils font avec ce qu'on leur donne, mais... Ils voient les dégâts sur leur santé, enfin, ils savent ce que c'est, quoi, en général. La mutuelle sociale agricole reconnaît comme maladie professionnelle le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson et les lymphomes. Ouais. C'est sur le site de la MSA et sur le site de l'ANSES. Donc, c'est des sources publiques. S'ils le font, c'est bien qu'on sait que les premières victimes de ces trucs-là, c'est les agriculteurs. Ouais. Et du coup, pour revenir à la menace qui pèse sur l'information, depuis que les milliardaires ont racheté ces médias. Peu de milliardaires. Peu d'agriculteurs milliardaires. Je pense qu'il y en a pas. Il y a Emmanuel Besnier qui est le patron de Lactalis, qui a une grosse fortune au Luxembourg, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur un tracteur. Et du coup, avant, parce qu'il y a un truc qui a changé depuis Bolloré. Avant, je dirais c'est purement, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais avant, le danger, c'était une espèce de bourrage de crâne en faveur du libéralisme économique. Il dominait la scène et donc on entendait beaucoup plus souvent les arguments en faveur du libéralisme économique que les arguments en faveur du socialisme, pour aller vite. C'était un peu le principal danger. Mais on va dire que de loin, en tout cas sans vraiment m'être penché sur les détails de la question, il me semblait que Le Figaro ou Les Échos, il y a 10-15 ans, respectaient la charte de Munich. Plus ou moins, évidemment, mais quand même. Et donc là, on se retrouve un peu pris en ciseaux, c'est-à-dire qu'il y a cette mainmise qui existe depuis un certain temps, qui s'aggrave, mais bon, là, on est presque au maximum. Donc, et d'un autre côté, la fenêtre d'Overton, mais aussi la libéralisation des pratiques non conforme à la charte de Munich, enfin voilà, la fête foraine des pratiques, quoi, qui nous prennent en tenaille. C'est-à-dire que d'un coup, il y a cette mainmise, donc ils ont tous les médias, et tous ces médias-là se disent allez, faisons comme CNews, en fait, on n'a pas besoin d'être sérieux, on n'a pas besoin d'être journaliste, on a juste besoin d'être radicalement populiste de droite. Et du coup, l'information est beaucoup plus menacée depuis CNews, mais pas uniquement par CNews, mais parce que c'est ce mélange de ces deux faits, cette mainmise plus l'ouverture de la fenêtre d'Overton, qui fait qu'on est d'un coup submergé par une espèce de récit délirant. Enfin, on a l'impression de vivre un délire depuis 2-3 ans. Alors, moi, je dirais que je
Je suis complètement d'accord avec ça. Ce que tu disais avant, c'était très bien documenté par Serge Halimi dans son livre Les Nouveaux Chiens de Garde, où on voit bien qu'en fait, quand il y a une voix vraiment dérangeante, Mhm. c'est-à-dire d'une gauche critique, pas juste une gauche acquise au marché, au néolibéralisme classique, mon programme n'est pas socialiste, le marché, l'État ne peut pas tout, etc., mais une voix un peu critique, bah, elle était jamais invitée sur les grands médias à heure dominante. Et je veux dire, c'est pas être complotiste de dire ça. Je veux dire, est-ce que tu as déjà vu Bernard Friot Non. voilà. Bon, en revanche, tu vois Nicolas Bouzou, la destruction créatrice jusqu'à après-demain, quand bien même tu sais que Nicolas Bouzou, il a empoché 100 000 euros de Uber pour produire une étude qu'il est venu vendre sur les plateaux où il dit n'importe quoi. Bah, je veux dire, en termes d'éthique, euh, je veux dire professionnel, parce que bon, je ne veux même pas dire universitaire, mais en tout cas professionnel, ça devrait le discréditer à jamais, il ne devrait plus avoir le droit de parler. Il continue à être invité sur tous les plateaux. Et Bernard Friot, on peut bien penser ce qu'on veut de sa pensée, mais enfin, elle est étayée, elle est solide, il y a des notes de bas de page, quoi. Donc ça, c'était le premier point vraiment très, très, très dérangeant, c'est qu'on faisait face à ce truc-là, on le sait. T'as raison, c'est qu'il y avait une lutte qui était inégale, il y avait une lutte qui était inégale dans les mots. Hein. On nous dit, mais alors est-ce qu'il ne faut pas baisser les charges? Et toi, tu dis, vous voulez dire les cotisations? Est-ce qu'il ne serait pas temps de céder sur les acquis sociaux? Vous voulez dire les conquis, parce qu'on s'est battu pour les avoir, etc. Donc bon, on sait qu'en gros, le climat dominant des médias était celui de la novlangue néolibérale, classique, etc. Et moi, il y a un tournant, alors j'ai pas de carbone 14 comme ça, mais que je daterais de 2016, avec le triptyque victorieux Brexit, première victoire de Donald Trump, puis victoire de Bolsonaro, où il y a eu la profession. Pourquoi est-ce que je prends ces trois batailles? Parce que ces trois batailles, elles ont été analysées dans un livre de Théo Bourgeron et Marie-Hélène Binquet qui s'appelle La finance autoritaire, où elles ont analysé qui finançait ces campagnes d'extrême droite. Et en fait, bah, t'avais les néolibéraux classiques, Goldman Sachs, tu vois, enfin les grandes banques, les grandes institutions qui soutenaient effectivement le Remain, Fernando Silva et Hillary Clinton. Et en fait, les gens qui ont commencé à défendre ces extrêmes droites, ces modèles beaucoup plus agressifs, sont des fonds. Donc des fonds de pension, des fonds cachés, souvent aux États-Unis par exemple l'argent des frères Koch, donc le Cato Institute, etc., des libertariens très très vénères, et qui ont dit en fait là voilà, ce consensus néolibéral un peu mou où juste on paye un peu moins d'impôts et les riches sont un peu plus riches, ça nous suffit plus. Maintenant qu'on a vraiment battu le communisme, on veut aller beaucoup plus loin. On veut la mort des grèves, on veut la mort des syndicats, on veut la mort de l'égalité, tu vois. Donc ça, c'est le tournant qu'on a avec Trump en ce moment. L'égalité, c'est fini, les politiques d'inclusion, les trucs sur les minorités, fait chier. Ouais. Et bah, on commence à avoir la même en France. Et donc, effectivement, t'as cette espèce de surenchère gigantesque. Et t'es là, genre, les gars, nous, vous demandez déjà un rééquilibrage, on l'a plus. Et en plus, vous faites maintenant des débats complètement délirants où la rationalité a peu de prise. Et pour revenir exactement sur ce que tu disais, pour moi, le fait paroxystique de tout ça, ça a été les débats autour de la réforme des retraites à 64 ans. Ouais. Bon, en fait, c'est très clair. Entre le début et la fin de l'examen de la réforme, la popularité de la réforme perd plus de 20 points. C'est-à-dire que déjà, quand Macron dit vous allez bosser jusqu'à 64 ans, sans aucune compensation de pénibilité, c'est-à-dire que les gens qui ont des métiers vraiment très très durs, où ils portent des trucs, etc., et contrairement à ce que les gens croient, la pénibilité augmente en France. Il y a de plus en plus de gens qui sont en horaire décalé, de nuit ou avec du bruit, etc. Bon, t'avais 90% des salariés qui étaient contre. Où étaient ces 90% sur les plateaux télé? Je veux dire, en fait, à part l'honorable, l'estimable Michael Zemmour, qui en l'occurrence n'a pas un métier pénible, il est économiste, mais il avait un métier pénible parce qu'il allait discourir avec plein de types d'extrême droite, bah, où était l'équilibre des forces en présence sur les plateaux? Il n'y avait pas. Il y avait Michael Zemmour, de temps en temps, on nous sortait Sophie Binet, mais les 90% avaient disparu du consensus politique et la rationalité avait disparu. Alors, tu vois, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais avant, dans le sens où les médias reflétaient pas déjà effectivement les aspirations profondes. Moi, je me souviens très bien, donc toi, tu étais trop jeune, mais le 29 mai 2005, quand il y a eu le référendum sur la Constitution européenne, le non l'a emporté à la stupéfaction des éditorialistes qui, à 90%, étaient pour le oui. Ouais. Mais j'ai voté non, donc j'étais à l'aise. Mais non, mais en fait, moi c'est mon éveil vraiment à la politique parce que je dis mais c'est pas juste. Enfin, il y a des gens qui ont bossé là-dessus. J'étais abonné au Monde Diplo. Je dis bah non, mais il y a d'avoir plein d'arguments pour être contre ce texte. Et je les voyais jamais à la télé. Ouais. Jamais. Ouais. C'est très énervant. Et là, pour les retraites, j'ai revécu ce truc. En plus, j'allais dans la rue en manif. J'ai l'impression qu'on était quand même beaucoup à être très très énervés. Et t'allumes ces news et t'entends, bah oui, mais il faut faire des efforts, il y a la dette, comment on va rembourser, il n'y a pas d'argent magique, etc.
c'est très énervant, quoi. Mm. Vraiment, Ouais. ça abîme. Malheureusement, l'extrême droite est un meilleur réceptacle politique, enfin électoral des colères que la gauche. C'est pour ça que la gauche, on est doublement perdant. C'est-à-dire que c'est nous qui descendons, c'est nous qui faisons le boulot de déconstruction du texte en disant voilà pourquoi ça va pas. Et derrière, c'est l'extrême droite qui tire les marrons du feu quand il y a la désolution. C'est vraiment désespérant, quoi. Et en fait, j'ai une hypothèse sur pourquoi ça fait aussi bon ménage, les milliardaires et l'extrême droite. Alors, il y en a, je sais ça a été très étudié, mais juste sur ce cas de l'information, c'est ton livre, votre livre qui m'y a fait penser. Si 100% des médias appartenaient à des milliardaires, est-ce qu'on serait encore en démocratie? Il y a plus de service public? Non. Ah non, non, on n'est plus en démocratie. Ouais, c'est ça. Alors, alors, euh, à l'intérieur de ces milliardaires, j'ai fait je cherche absolument pas à sauver Xavier Niel. Il a été poursuivi pour proxénétisme. Il y a 60 articles de Mediapart sur les conditions de travail épouvantables qu'il y a chez Free. Il est dans les Panama Papers. Il est milliardaire, quoi. Oui, non, mais oui, là, un milliardaire honnête, ça n'existe pas. On le dit bien en première page du livre. Les 11 milliardaires qui possèdent l'écrasante majorité des médias en France ont des scandales sociaux, fiscaux, environnementaux à coller à leurs affaires. Donc, fin du game, celle-là, elle est enregistrée. Néanmoins, tu peux être un milliardaire et accorder plus ou moins d'indépendance à tes médias. Ça peut exister. Dans le cas de Niel, c'est pas que lui le veut, mais c'est que le journal Le Monde a mis un système en place avec une société des lecteurs qui est présidée par Julia Cagé, qui est très puissante et qui peut décider qui va devenir directeur. Le problème, c'est quand vraiment le milliardaire rachète son média et va au bout de sa logique de domination et de contrôle. Juste un exemple, Jeff Bezos, dont on n'a pas encore parlé, donc le fondateur d'Amazon, parfois l'homme le plus riche du monde, parfois c'est Musk. En ce moment, Musk, comme il dit beaucoup de conneries, il est moins riche. Bezos avait racheté le Washington Post, institution américaine. Ça avait fait grincer des dents et tout d'un coup, en fait, il avait endormi tout le monde. Le Post est redevenu un très très bon journal. Il avait mis de l'argent, il faisait des enquêtes de qualité, etc. On s'est dit, mais en fait, vous voyez, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de problème à avoir un milliardaire et avoir des enquêtes de qualité. Il y avait peu d'enquêtes sur Amazon, mais sinon, c'est un journal clean. Et en fait, l'an dernier, ils ont fini par refuser de prendre position, ce qui signifiait soutenir Trump. Et ensuite, ils ont viré un dessinateur qui a fait un dessin parodique de Donald Trump et des grands donateurs. Ils ont trouvé que c'était une insulte. Ensuite, ils ont viré le responsable des pages opinion parce qu'il mettait trop de place aux liberals, ce qui signifie là-bas aux gens de gauche. Et donc, bon, si tu n'as pas de garde-fou, évidemment, et qu'un milliardaire se comporte vraiment comme un propriétaire, là, c'est très dangereux. C'est-à-dire, pour reprendre ta question, si tous les milliardaires faisaient ce que fait Vincent Bolloré, c'est sûr qu'on n'est plus en démocratie. Même sans aller jusqu'à Bolloré. On revient dans le livre sur l'histoire de Martin Bouygues, une émission qui, a priori, n'est pas la plus mordante et critique du PAF, qui était Quotidien de Yann Barthès, qui à l'époque s'appelait peut-être autrement, mais enfin bon, Yann Barthès avait dans ses équipes une jeune femme qui s'appelle Valentine Auberti, qui depuis est journaliste sur Mediapart. Et Auberti avait enquêté sur des ventes de Rafale par la France. Et en fait, TF1 a décidé d'étouffer l'affaire. Et donc là, tu n'es plus en démocratie. Et en fait, c'est Ariane Lavrieux et Disclose qui ont fini par révéler l'affaire avec beaucoup d'emmerdes pour cette journaliste. Mais évidemment, oui, non, tu serais plus en démocratie et tu serais encore moins en démocratie s'il n'y avait pas de contrepoids public, quoi. Mais sans contrepoids, juste des médias de milliardaires, en fait, pour moi, ils achètent des médias pour étouffer tout ce qui nuirait à leur profit, grosso modo. C'est-à-dire, l'écologie, c'est quand même emmerdant quand on fait de l'industrie. L'écologie, c'est leur kryptonite. Et les droits sociaux, les hausses de salaire, les charges, tout ça, les hausses des impôts sur les grandes fortunes, grosso modo, c'est la bataille idéologique de base. C'est là où ils sont tous d'accord, parce qu'ils sont pas tous aussi radicaux que Bolloré, mais ils sont tous d'accord sur cette base-là. Tu l'as vu en 2024. En 2024, après la dissolution, ils ont tous pris position à des moments ou à d'autres, et ils ont tous dit, en fait, le programme du NFP,
du nouveau Front populaire est une dinguerie. Et il y a même eu une citation de Xavier Niel, pour une fois je vais aller... Là, ce coup-ci on va pas le défendre, il avait dit « C'est dingue, les programmes économiques sont insoutenables, là, donc il y a plus que Bardella, et d'ailleurs celui de Bardella est beaucoup plus sensé que celui du nouveau Front populaire. » Donc, oui, d'accord. Il y a que Bardella qui semble penser au patron, quoi. Ouais, voilà, Bardella. Ben, non, mais bon, voilà, Rodolphe Saadé aussi, patron de CMA CGM, propriétaire de BFM, RMC, et qui vient de racheter le média Brut. Nous dit lui aussi que, bah oui, parce que Brut, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de brand content, donc de contenus qui sont faits pour des boîtes. Donc tu vois, c'est ce que je disais au début, c'est que ça permet d'augmenter ton influence, parce qu'en plus, bon voilà, s'il y a des grosses boîtes qui veulent faire du biz avec CMA, CGM pour faire leur transport, il n'y a pas de souci, on est ouvert. Rodolphe Saadé aussi, il a très souvent publiquement pris la parole pour dire les hausses d'impôts des plus riches ou les hausses sur les taxes sur les super profits, c'est inacceptable. Et c'est ça, c'est là où tu as raison, c'est qu'ils ont un tout petit socle commun, parce qu'après ils ont des divergences. Il y en a qui sont homophobes, il y en a qui sont foot, qui sont homophiles, ou etc. Mais en revanche, l'impôt, les droits sociaux, la grève et l'écologie, ça c'est niais. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça se télescope avec le programme de l'extrême droite. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, on a toujours dit, mais non, mais l'extrême droite, c'est honteux pour les patrons ils aiment pas ça, etc. Et ça a été vrai, hein, je veux dire, Laurence Parisot, qui était la patronne du MEDEF, elle attaquait l'extrême droite. Aujourd'hui, Patrice Martin, le patron du MEDEF, a lui-même dit les programmes du RN et du NFP sont dangereux pour la France, et celui du NFP est encore plus. Tu vois, et ça, c'était l'an dernier. C'est-à-dire qu'il sentait Mais je pense qu'aujourd'hui, il irait encore plus loin. En fait, les masques sont tombés. Tu vois, Laurent Alexandre, le patron de Doctissimo, avoue qu'il conseille Jordan Bardella sur l'IA. Tu as beaucoup de grandes fortunes qui commencent à dire que c'est complètement compatible. Bernard Arnault a ouvert une tribune, ce qui est très prestigieux, la page ID des Échos, à Marine Le Pen pour qu'elle parle de la dette, ce qu'aucun titre n'a jamais fait. C'est-à-dire que tu trouveras souvent des interviews de Marine Le Pen dans le monde, mais jamais une tribune. Ça, c'est marrant parce que c'est un peu permettre à Marine Le Pen de montrer qu'elle n'est pas l'effrayante socialiste qui était parfois dépeinte par les milieux patronaux. Alors ça, ils vont continuer de le faire. Fait amende honorable. Mais ça, ils vont continuer à le faire jusqu'à 2027, parce que Bolloré a très très activement soutenu Zemmour en 2022. Il n'est pas fan de Le Pen, il préfère Bardella, parce que Bardella veut moins d'impôts, etc. Le Pen m'a l'air peu socialiste au demeurant. Oui, non, mais c'était la... Mais en tout cas, en termes de jeu de rôle, elle apparaît comme ça. Après, en fait, le patronat, il regarde les votes au Parlement. Hausse du SMIC, le RN a voté contre. Taxe des super profits, le RN a voté contre. Même la taxe, la niche fiscale Airbnb, le RN a essayé de la sauver. Donc ils savent bien qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre, voire à gagner. Ouais, et du coup, cette destruction de l'information, on peut dire destruction du pluralisme, au profit d'une information qui n'est pas fabriquée honnêtement, qui est propagandiste d'une certaine façon, l'extrême droite s'y retrouve deux fois. C'est-à-dire que d'une part, on tait les faits qui iraient contre son discours, ou les versions des faits ou les analyses qui seraient critiques du libéralisme ou pro-écologie. Donc d'une part, on tait des faits qui lui donneraient tort, et d'autre part, on fait l'apologie de tous les faits ou les interprétations de faits qui vont dans son sens. Et donc, on se retrouve avec un... On dit si toute l'information appartenait à des milliardaires, on serait plus en démocratie. Mais là, on n'est pas à tout, on a encore un service public. Et on ne voit pas comment échapper à l'extrême droite, sachant qu'on a l'impression de vivre dans une bulle d'extrême droite. Enfin... Bah, on a l'impression de vivre dans une bulle d'extrême droite. Ce qui est assez fâcheux, c'est qu'en ce moment, l'extrême droite est au pouvoir dans plein de pays au monde. Et... à part en Italie, où évidemment je suis peu favorable à ce que fait Mélanie, elle s'attaque très vertement à la presse, aux familles monoparentales, aux familles homoparentales particulièrement. Mais Mélanie n'a pas le bilan, si tu veux, le plus infamant. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup à dire sur l'extrême droite. Regardez Milei, avec une hausse de 25% de la pauvreté en Argentine, une famine comme on n'a jamais vu, etc. Aux États-Unis, ils ont applaudi pendant des mois Elon Musk en disant « Regardez, il va tout couper, etc. » Bon, ça marche pas. Là, les pauvres se rendent compte qu'en fait, ils vont être encore plus pauvres parce qu'on leur coupe Medicaid pour faire des offres. Voilà, relayer ça
honnêtement, mais ils le font pas. On continue de faire ce que tu disais avant, c'est-à-dire d'être dans l'obsession plutôt que dans l'analyse des faits. C'est-à-dire que, effectivement, si tu revenais sur qu'est-ce que Donald Trump a fait au pouvoir, je suis pas sûr que ça fascine les gens. Enfin, tu vois, je suis pas sûr que ça passionne l'électorat d'extrême droite. Peut-être qu'augmenter un peu le budget de l'immigration, il serait pour, mais il serait pas prêt à y consacrer un fric tel qu'il faille sacrifier la Sécu. Tu vois, donc non, on reste vraiment sur du fantasme. Et ça revenait à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la manière dont on fabrique l'information. C'est que quand tu fais des enquêtes, des reportages un peu étayés, que tu donnes la parole aux uns, aux autres et que tu donnes des chiffres qui sont des chiffres publics et des chiffres acceptés par tous, bah, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. En revanche, c'est vrai que si tu prends un plateau avec quatre mecs en cravate pour faire propre et qui racontent un peu n'importe quoi et qui sortent les chiffres issus de leur think tank qui appartiennent eux-mêmes aux mêmes milliardaires, tu vois, enfin, on citait... euh, aujourd'hui, ces médias-là, ils fonctionnent beaucoup effectivement avec du plateau, avec que du commentaire. Et pour s'appuyer, pour faire un peu sérieux, on sort des sondages qui peuvent être issus de l'Institut CSA, propriété de Vincent Bolloré, ou issus de Hexagone, propriété de Pierre-Édouard Stérin. Et puis on sort aussi des enquêtes, comme des enquêtes issues de l'IFRAP, dirigée par Agnès Verdier-Molinier, qui va expliquer que la fraude sociale est beaucoup plus importante que la fraude fiscale. Alors que toutes les études économiques montrent que c'est l'inverse, mais qu'il n'y a même pas débat. Il y a un rapport de 1 à 10, de 1 à 15. Bon, tu vois. Et donc, bah voilà, tu fais du commentaire low cost et tu gloses sur n'importe quoi. Mais en l'occurrence, bah voilà, comme tu as quand même une audience, il y a forcément des gens qui écoutent. Bah les gens savent pas trop les think tanks et les instituts de sondage qui appartiennent Non, aussi. c'est moins su, ouais. Ouais, et ce qui ajoute énormément à cet effet de bulle. Et là, ça devient beaucoup plus technique d'en sortir parce que quand c'est Pascal Praud qui est en plein délire, bon, il y a peut-être des gens qui peuvent se rendre compte que c'est un peu n'importe quoi, ou Cyril Hanouna, voilà. Mais quand ça a le sigle sondage, enquête, là, d'un coup, ça devient beaucoup plus dur d'y échapper, quoi. Oui, bah t'as eu une illustration la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je sais plus, avec la une du journal du dimanche, sur 300 milliards dépensés en vain, qui ont fait augmenter votre facture d'électricité. Pourquoi est-ce que les éoliennes sont la pire catastrophe qui soit jamais arrivée à la France? Tu vois, enfin, avec des chiffrages, bon. Et alors, je précise bien, je ne défends pas l'éolien en tant que tel. Je dis juste que bon, voilà, c'est une énergie décarbonée et que il faut bien essayer dans le mix d'en avoir. Enfin, je veux dire, l'article, c'est un non-sens. Avant tout, ce qu'il faut, c'est consommer moins d'énergie, point barre. Donc après, parmi celles qu'on utilise. Mais voilà, là, ça leur a permis de taper à boulet rouge là-dessus. Ils font pareil sur la voiture électrique avec des études qui sont d'une mauvaise foi infinie. Et même chose, il nous faudrait moins de voitures. Et parmi celles qu'on produit, si on peut en avoir un peu plus d'électrique, c'est pas mal. Mais si tu veux, voilà, ça leur permet de taper sur leurs obsessions à boulet rouge. Et tu vois, enfin, on remet jamais en cause. On se dit pas, tiens, qui a trouvé cette étude? Souvent, c'est les études de l'Institut Sapiens. L'Institut Sapiens a été cofondé par Olivier Babot et à nouveau Laurent Alexandre. Donc Olivier Babot, c'est un professeur de gestion qui se présente comme économiste. Bon, pourquoi pas? C'est un mensonge un peu véniel, mais c'est pas très grave. Et il peut utiliser un peu des expressions un peu limites. Il va aller parler de goulag fiscal. Enfin, voilà, tu vois. Et il explique comme c'est original que le niveau baisse, tout ça. Et que c'est un peu la faute aux jeunes, aux écolos. Et donc il produit des études chiffrées. Et puis tu vas sur Sapiens, en plus c'est public. Tu vas sur Ils nous soutiennent. Qui est-ce qui finance son institut? Bayer. Bayer Monsanto, quoi. Ouais. Et Total Énergie. Ouais. T'as quand même le droit. Enfin voilà, moi c'est pour ça que j'aime bien quand une info est indépendante, publique, longitudinale, avec des cohortes qui sont un peu sérieuses. J'ai tendance à plus croire ces chiffres-là. Hein, tu vois, une étude épidémiologique de l'INED plutôt qu'une étude sur la santé et les pesticides qui a été produite par un think tank qui dépend de Bayer Monsanto. Mais c'est mon avis. Hein, je fais peut-être fausse route. Et tu penses que dans 5-10 ans, on a encore un service public de l'information dans 10 ans? En l'occurrence, c'est pas dans 10 ans, c'est là, à l'heure où on tourne cette vidéo, le Sénat revient sur le projet de holding de Rachida Dati, ce qui fait que ça va passer sans doute sur une seconde lecture. Ça va retourner en ce qu'on appelle en CMP, commission mixte paritaire, qui va un peu bouger le texte, et ça retournera à l'Assemblée. C'est pas dit que ça passe, mais si ça passe, et qu'on crée une holding unique de l'information avec un directeur unique de l'information, c'est dangereux
Pour moi, le texte qui menace en fait le plus le service public de l'information, c'est un texte qui a été voté il y a 2 ans dans une relative indifférence, qui était la suppression de la redevance. Ouais. Parce que la redevance, en fait, sanctuarisait un budget pour l'audiovisuel public. Alors que là, chaque année, l'audiovisuel public, il doit venir dire « Bonjour, mesdames et messieurs les députés, on aurait besoin de 4 milliards pour exister. » Et en l'occurrence, quand tu regardes les podcasts en France, à part Radio Nova et les excellentes blagues de Meurice, les plus téléchargés, c'est France Inter, c'est France Culture, Arte enregistre des records d'audience, etc. Donc c'est vraiment des produits de qualité, il faut les garder. C'est des contenus incroyables. D'ailleurs, Arte est parmi les dernières à faire vraiment des investigations sur les entreprises qui sont de très grande qualité. Là, je pense à un double numéro qu'ils ont fait sur Amazon, mais aussi Ikea. Voilà, il y a cette espèce de liberté très forte. Bon, si demain, pas dans 10 ans, mais dans 2 ans, le RN passe, ils n'auraient même pas besoin de faire une attaque frontale. Ils diraient, voilà, on vote le budget, c'était 4 milliards, cette année, on a décidé, comme on a des problèmes et qu'il faut rembourser la dette, on décide de donner 2 milliards. Ah, Et la loi est déjà faite, ils peuvent le faire. Ouais, voilà, 2 milliards. Il suffit de la majorité à l'Assemblée, quoi. Ah, vous n'avez pas l'argent? On va vendre France 3. De toute façon, il n'y a personne qui regarde, c'est une chaîne de vieux, tu vois, enfin, les arguments, les éléments de langage sont déjà prêts pour faire le grand dépeçage. Et en attendant, pour l'instant, ce qui se passe quand même, qui est assez moche, c'est qu'on garde un gros service public de l'information, mais qu'à chaque fois qu'on fait des économies, ce qui morfle, c'est l'information et pas le divertissement. Alors que le divertissement pourrait complètement être privé, tu vois, Léa Salamé qu'à l'époque, les talk-shows, les jeux, mais eux, on n'y touche jamais. En revanche, dans les derniers plans d'économie sur France Télé, c'est Élise Lucet et Tristan Valdec, complément d'information, complément d'enquête, qui ont été les plus visés. Et là, quel que soit l'avenir de la loi Dati, tu as la meilleure émission d'information sur France Inter qui s'appelle Secret d'info, qui était hebdomadaire, qui devient mensuel. Donc ça, c'est quand même, ça veut dire que tu perds 3 émissions par mois, c'est une grosse perte. Et tu en avais une autre très pointue qui s'appelle Interception, qui était une mensuelle, qui devient exceptionnelle. 1 ou 2 fois par an. Donc tu vois, enfin, même sans loi, pour l'instant, c'est l'information qui est attaquée. Et qui fait ces décisions-là? Qui décide de diminuer le budget de l'information plutôt que... Ça, c'est souverain, c'est les directions. Donc c'est Sybille Veil pour Radio France et Adèle Van Dret pour France Inter. Qui choisit les directions C'est nommé par l'exécutif. C'est nommé par l'exécutif. En tout cas, voilà, t'as toujours... il faudrait que je vérifie pour l'Arcom. Je sais plus qui a le pouvoir de nomination, mais enfin, c'est un pouvoir politique depuis la réforme de Sarkozy. Et voilà, c'est des émissions très politisées. Les choix sont évidemment politiques de façon transparente. C'est un peu triste que ça se passe comme ça, parce qu'évidemment les équipes, les radios en eux-mêmes, ils luttent pour ça. Ils aimeraient garder de l'info. Eux. Ouais, c'est triste, mais c'est très parlant parce qu'on a dit là, sur ce sur quoi les milliardaires sont d'accord, là où ils sont tous d'accord, c'est la baisse des droits sociaux, baisse de la fiscalité et pas de progrès écologique, en gros. Macron, il est d'accord avec eux. Ouais. Et du coup, il va nommer des dirigeants de médias qui vont aller dans ce sens-là, de médias publics qui vont aller dans ce sens-là. Alors, c'est pas lui qui les nomme directement, mais bon, en ce moment, c'est un peu lui qui décide quand même. Ouais, puis tu sais, enfin, il y a quand même une... Alors, ce qui est intéressant, c'est Rachida Dati, parce que la plupart des critiques qui sont faites contre l'audiovisuel public sont des critiques qui sont faites sotto-voce. Pas publiquement. On dit « Ah, quand même, un tel, il était un peu dur ». Et donc, on se rend compte que quand il y a une non-reconduction ou une nomination d'un rédac-chef politique, ou etc., c'est parce qu'il avait été un peu dur. Par exemple, là, Anne-Sophie Lapix, la présentatrice du JT de France 2, elle a été évincée parce qu'elle avait été dure avec Le Pen. C'est-à-dire qu'on sent déjà que le vent tourne. Voilà. Et elle n'avait pas été sympa avec Macron non plus. Donc voilà, elle est évincée. Et on a mis Léa Salamé, qui n'est pas la défenseur la plus ardente du progrès écologique et social. Bon. Mais si tu veux, ça s'est fait sans se dire. Rachida Dati, elle a dit publiquement devant des journalistes de France Télé, et en plus c'était filmé, vous êtes des sacs à merde. Ah ouais. Vous avez enquêté sur ma vie privée, vous êtes des sacs à merde. Elle a menacé Patrick Cohen en direct sur France 5, etc. Donc on sent bien qu'il y a cette tension. Et on sent bien qu'il y a aujourd'hui, chez ces politiques, l'envie d'en découdre. Au fond, si tu veux, je fais juste un micro pas de côté par rapport à notre discussion depuis le début. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment ce qu'avait prédit Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle dit, il y a des politiques qui vont mentir, et c'est pas grave, c'est consubstantiel à leur fonction. À l'élection, elle met pas tous les mensonges sur le même pied. Tu vois, il y a l'hyperbole, il y a le fait de dire plus personne ne dormira dans la rue, et puis il y a vraiment mentir. Mais tu vois, il y a vouloir faire des promesses qu'on n'arrive pas à réaliser, mentir. Mais elle dit, tout ça, c'est pas grave, c'est la démocratie. Chacun parle et chacun libre
Et chacun est libre de juger. Et la démocratie, elle tient sur 3 piliers. La science, la justice, la presse. Et c'est exactement ce qu'attaque l'extrême droite. C'est-à-dire que tu vois, Trump, évidemment, il a démantelé la science, il a cassé les agences publiques de l'environnement, il les a virées, il vire les juges qui refusent d'expulser les migrants, et il attaque la presse avec une violence sans précédent depuis le 19e siècle. Il a même menacé d'envoyer en prison les journalistes qui refusaient de révéler leurs sources. Nous, on est en train de faire pareil. Regarde les complots qu'il y a contre les juges rouges quand ils ont prononcé une peine d'inéligibilité contre Marine Le Pen, alors que c'est la loi. Donc ils ont fait leur boulot, ils ont dit on a 120 pages de texte, il semblerait qu'elle soit comme ça, donc inéligible. Les attaques contre la science sont de plus en plus fréquentes. Là, la semaine dernière, en marge de la loi Duplon, on voulait démanteler l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, tu vois, parce qu'il paraît que les scientifiques comprendraient mal les enjeux. Et évidemment, on attaque la presse, c'est-à-dire évidemment, quand il y a une nouvelle qui nous plaît pas, on attaque le messager. Et en fait, quand tu attaques ces 3 contre-pouvoirs, t'es plus en démocratie. Et c'est d'ailleurs ce que disait, de ce point de vue-là, le titre le plus éloquent en France, c'est Mediapart. Parce que Mediapart, ils attaquent tout le monde. T'entends, on leur dit, mais en fait, pourquoi vous avez fait des trucs sur Mélenchon ou vous êtes de gauche? Ils disent, non, mais nous voilà. C'est eux qui ont révélé Cahuzac, c'est eux qui ont révélé des problèmes chez les écolos, etc. Ils regardent, il se trouve juste qu'il y a plus d'affaires à droite, parce qu'il y a plus de pognon et plus d'affairisme à droite. Mais ça ne veut pas dire que... Enfin, vraiment, Mediapart, quand Hollande était au pouvoir, ils n'ont pas été tendres. Non. Et le pouvoir Macron, il a... Alors, c'est pas que lui, la suppression de la redevance, il y a aussi le secret des affaires. Qui vient abîmer le pouvoir de la presse, enfin le contre-pouvoir des médias, et les aides à la presse qui sont menacées. Alors le système des aides à la presse, de toute façon, il est injuste parce que c'est un titre qui va au plus gros. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ça, c'est pas lui, il l'a juste poursuivi. Il l'a poursuivi, mais effectivement, ça c'est un système qui est un peu injuste parce que quand un petit média se lance, par exemple, si ta chaîne commençait à avoir de l'audience et que tu voulais pouvoir bénéficier de fonds pour pouvoir, je sais pas, recruter, t'épargner le montage, ce genre de choses, tu serais pas aidé. Alors que les médias déjà établis le sont. Mais c'est vrai que dans ce sur quoi tu revenais, c'est vraiment le secret des affaires. C'est-à-dire qu'on voit bien derrière ce qui se passe. L'envie de rendre opaque ce qui aujourd'hui ne peut pas l'être en plus. Enfin, je veux dire, tout finit par sortir, mais ça sort en retard. Tu vois, quand les Uber Files sortent, Emmanuel Macron est président de la République. Et donc c'est trop tard. Mais on se rend bien compte quand même que il a eu des éléments de langage et il y a eu le lobbyiste d'Uber qui a fait sa campagne, il y a eu de l'argent qui a été mis, enfin voilà, toutes ces choses-là, et ça le rend fou. Et je le comprends puisque son plus proche collaborateur qui vient de partir pour la Société Générale d'ailleurs, Alexis Kohler, pendant 7 ans, il compile les conflits d'intérêts avec les chantiers navals de l'Atlantique, avec Nestlé, avec etc. Donc évidemment, eux, le secret des affaires, pour eux, c'est primordial. Il faudrait ne jamais enquêter sur les boîtes. Et en réalité, c'est une folie, quoi. Enfin, évidemment, il faut enquêter partout, il faut enquêter quand les boîtes font mal. Ouais, mais mais pour revenir sur ce que tu disais, quand tu disais c'est en train d'arriver chez nous, le grosso modo, le Trumpisme, on a quand même Bernard Arnault qui dit, quand il revient de l'élection de Trump, enfin de l'investiture, c'est génial, le vent d'optimisme qui souffle sur ce pays. Et on a l'impression que ils sont décidés à jouer leur va-tout maintenant, c'est-à-dire effectivement à casser ce qui reste de conquis sociaux, de protection écologique. Et ils en veulent plus en fait. Ils ont beaucoup plus que ce qu'ils ont. Et donc ils pensent que c'est le moment de s'engouffrer dans la voie ouverte par le Trumpisme en gros. Pour ça, il faut tuer la démocratie. Je crois que c'est Stephen Jones. Je voudrais pas dire de bêtises, mais un des conseillers économiques de Donald Trump disait le capitalisme et la démocratie c'est important, mais à bien y réfléchir, le capitalisme est plus important. Ouais. Et si tu veux, en fait, la politique c'est du rapport de force. Et quand le capitalisme a eu peur du communisme, dans tous les pays riches, il y a eu un taux d'imposition maximal à 92%, y compris aux États-Unis, jusqu'en 1980. Ouais. Voilà. Ils avaient peur, donc il y avait des conquis sociaux. Quand il y avait des grèves, on se disait oula la contagion communiste, on va leur donner ce qu'ils veulent. Une 5e semaine, ok, un congé paternité, oula, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Des droits pour les homos, tu vois, donc
On a eu des conquêtes, et puis tout d'un coup, Reagan a dit maintenant... Le communisme, c'est terminé. Nos informations, là, les communistes, c'est terminé. On était au début des années 80, mais ils sentaient le rapport de force qui, évidemment, tu vois, ils voyaient la guerre d'Afghanistan, l'armée soviétique était plus si vaillante, etc., etc. Et puis bon, depuis 89, ça a vraiment été open bar. L'ironie de l'histoire, c'est que le système fiscal le plus inique au monde est né en 1989, puisque c'est la Russie qui a une flat tax à 13%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... voilà, il n'y a plus de progressivité, c'est eux qui sont revenus là-dessus. Et aujourd'hui, alors même qu'on sort de 40 ans de ruissellement, c'est-à-dire vraiment des plus riches qui deviennent plus riches, des taux de pauvreté qui augmentent partout, on bat notre record historique de pauvreté là en France en 2025 avec 15,4%. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions de personnes qui sont sous le taux de pauvreté. Enfin 9,8 millions, mais comme on compte pas les SDF, les étudiants... on compte pas les SDF et les étudiants. Non, et tu vas voir, la troisième est encore plus dingue. Racisme statistique oblige les ultramarins. Parce que bon, ouais, elle est belle celle-là. Donc, sur les 10 millions, on compte. Non. Donc du coup, ça fait. 12. Tu vois, on doit être à 12 millions de pauvres. Donc au moment même où, à l'évidence, le système n'a jamais été aussi injuste, les types disent allez. Tu vois, mais c'est un truc de joueur compulsif de casino qui est allez, j'arrête pas de gagner, mais j'en remets une dernière. All-in, je veux une taxe à 2%, tu vois. Et donc c'est Trump qui la semaine dernière a empêché l'impôt mondial sur les entreprises, l'impôt plancher à 15%, qui pourtant est ridicule, tu vois. C'est la taxe Zuckman qui est retoquée. Alors que moi, cette histoire m'avait passionné parce que Zuckman avait dit je fais une taxe à 2% sur vos patrimoines parce que vous vous enrichissez à 6%. C'est-à-dire, en fait, c'est pas une taxe juste. Ouais. Ça va même pas vous appauvrir, c'est juste une taxe pour que vous enrichissiez moins vite et juste que ça redonne à peu près ce qu'on essaie ce que le gouvernement est en train d'essayer de couper un peu partout ailleurs, c'est-à-dire 25 milliards. Même ça, ils ont pas voulu. Non. C'est-à-dire que là, même ça, les députés, les sénateurs ont sauvé 1800 familles. Tu vois, là, les bras t'en tombent, quoi. Ouais, c'est quasi incompréhensible. Il y a un philosophe qui s'appelle Patrick Savidan qui parle de l'aspiration, de la démocratisation à l'aspiration plutocratique. De façon très claire, c'est foutu, mais je voudrais être riche, je voudrais être un winner. Et donc il prend quelques figures comme ça, Berlusconi, Bernard Tapie, Donald Trump, Andrej Babiš en République tchèque, donc des types qui sont devenus, bon, Tapie n'était pas milliardaire, mais il était quand même très riche, et c'était, je sais que je vais pas y arriver, je sais que c'est foutu, je sais que je suis en train de voter contre moi, mais je voudrais être comme lui. Et ça, c'est un truc qui s'est énormément développé, c'est puisque c'est foutu, puisque les réussites collectives n'arrivent pas, je veux faire comme le gars. Comment est-ce qu'on sauve l'information ? Sans transition. Sérieux, là ? Bah ouais. Ah. Ben, bien sûr. Les gens, ils doivent attendre. Là, ça fait 2 heures qu'on les bombarde de mauvaises nouvelles. Très sincèrement, ça ne peut être qu'holistique. C'est-à-dire que ça ne peut être qu'une démarche absolument globale. Il faut qu'à l'école, on enseigne l'esprit critique aux enfants pour qu'ils sachent faire la différence entre un émetteur et une source, qu'ils n'acceptent pas comme vérité révélée ce qu'ils leur est annoncé sans être capables de le vérifier par eux-mêmes. Mais évidemment, on va pas mettre la pression sur les enfants en disant c'est à vous de faire ce que nous, on n'a pas su faire. Et donc, il faut faire de la reconquête, sans mauvais jeu de mots, par le bas, et en laissant plus passer quand on entend des choses dans les bistrots, à la salle de café dans nos boîtes quand on y va, etc. Et en faisant ce que la gauche a beaucoup fait au XXe siècle, à savoir de l'éducation populaire. Et à dire aux gens, je pense que tu te trompes, et en essayant de pousser les gens à avoir des habitudes de pluralisme médiatique, pas de leur dire, ne regarde pas ces news, mais tu sais, écoute là, franchement, tu dis ça, sur l'immigration, ce serait sympa que tu ailles voir tel truc, que tu... voilà. Je pense que ça ne peut être que holistique, avec des démarches à tous les niveaux. Évidemment, je suis sûr que sur ta chaîne, tu auras 3 types qui diront « boycott !» Ok, boycott Bolloré, je le fais moi-même. Bolloré, il a le monopole sur les relais, donc les points, les points de distribution dans toutes les gares et les aéroports de France. Donc à chaque fois que je me déplace, j'essaye de penser à aller acheter mes journaux dans un kiosque avant. Ok, fais ça, mais déjà sur les maisons d'édition, ça va être plus compliqué parce qu'il en possède quand même tellement que ça devient dur. Donc t'essayes d'être vertueux, mais voilà, on peut pas compter juste sur la vertu. Et donc, il va falloir le faire à tous les niveaux. Beaucoup d'éducation populaire, beaucoup de soutien autant que faire se peut aux médias indépendants. J'ai écrit ce livre avec un garçon qui s'appelle Olivier Legrain, qui a mis toute sa fortune dans un projet qui s'appelle la Maison des médias libres. En 2 mots, c'est un bâtiment qui va sortir de terre à Barbès
en fin 2026, début 2027, 4500 mètres carrés, 350 postes de travail à loyer modéré pour que des médias et des éditeurs indépendants, pour qu'ils puissent faire des synergies, des enquêtes en commun. Ils auront un amphi en commun et des studios de prod pour essayer d'être cette espèce de phalanstère qui produira une information de qualité. Mais aucune de ces démarches en elle seule ne peut suffire. Il faut à la fois du boycott, à la fois du soutien aux médias indépendants, à la fois réaffirmer notre soutien à l'audiovisuel public, à la fois bien voter pour empêcher d'avoir des majorités qui voudraient les fracasser. Si jamais on arrivait au pouvoir, une majorité progressiste, moi je suis candidat à rien, mais renforcer les pouvoirs de l'Arcom, obliger les médias à appliquer la charte de Munich, faute de quoi ils ne seraient plus reconnus comme entreprise de presse, repenser le système des aides à la presse, obliger les médias protéger les sociétés de rédacteurs en les autorisant à nommer leurs directeurs. C'est ce qui est arrivé par exemple au Monde. Xavier Niel, tout qui soit, ne peut pas imposer un Geoffroy Lejeune, un Pascal Praud à la tête de la rédaction du Monde. C'est les journalistes qui décident. Si la même chose avait été faite au journal du dimanche, on n'en serait pas là. Donc voilà, il y a tout un continuum de petites mesures plus ou moins grosses qu'on peut mettre les unes à la suite des autres. Mais pour écrire ce livre, je suis allé voir des juristes, je suis allé voir des constitutionnalistes et pas de droite en leur demandant ce qui était techniquement possible de faire. Et il ne faut pas se mentir, face à un paysage de l'information qui est dominé par les milliardaires, on ne peut pas démilliardariser juste par la pensée magique. Va falloir faire l'ensemble de la chaîne, quoi. Ouais, donc c'est une lutte, un long combat qui s'annonce. Et du coup, cette vidéo va servir, parmi toutes les autres qui en parlent, à prévenir les gens que ça dépend d'eux, quoi. En fait, ça dépend de nous. Heureusement, c'est peut-être la meilleure nouvelle qu'il y a de tout ça, c'est que ça dépend pas mal de nous. Sur l'information, il ne faut pas attendre que ça vienne des autres. Voilà, il faut développer l'esprit critique et le répandre autant que faire se peut. Merci beaucoup, Vincent Hédin. Merci à toi, Théo.